Je m'appelle Donna. J'ai 32 ans, je vis à Portland et je suis propriétaire d'une petite entreprise de maintenance CVC résidentielle. Le travail n'est pas glamour, pas de gratte-ciel, pas de bureau, pas de costume de créateur, mais c'est quelque chose que j'ai construit à partir de rien après près d'une décennie de travail acharné. J'en suis fière, même si tout le monde dans ma famille ne ressent pas la même chose. C'est arrivé ce jour de Thanksgiving, un jour qui aurait dû être complet, mais qui est devenu le moment où j'ai réalisé ma véritable place dans le cœur de ceux que je croyais les plus proches. Je venais de terminer un long travail de maintenance, quittant la maison du client, alors que le ciel virait au crépuscule. En rentrant chez moi, je me sentais sereine. L'entreprise était fermée pour les vacances. Tous mes employés avaient dû reçu leurs primes et j'avais acheté une bouteille de vin rouge dans un magasin haut de gamme à apporter au dîner de famille. Depuis le décès de mon père, chaque Thanksgiving, ma mère préparait un grand festin et tout le monde venait. Je n'avais jamais manqué une seule année. Mon téléphone a vibré. C'était ma mère. « Hélène ?» ai-je répondu toujours souriante. « Salut maman, je suis en route. Tu veux que j'apporte la tarte aux pommes ou la purée de pommes de terre cette année ?» Il y eut un silence étrangement long à l'autre bout du fil. Puis elle a parlé sa voix un peu tremblante. « Donna, il y a quelque chose que je veux te dire, et j'espère que tu comprendras. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? » « Je pense que peut-être cette année, tu ne devrais pas venir à Thanksgiving. » Mon pied a presque glissé de la pédale d'accélérateur. Quoi? C'est que Mason, le petit ami de Britney, amène ses parents. Ils travaillent dans le droit, ce sont des gens très traditionnels. Britney veut que tout soit un peu plus formel. J'ai serré plus fort le volant, mon cœur battant la chamade. Tu veux dire que je n'ai pas le droit de venir? Je ne suis pas de la famille. Ce n'est pas ce que je veux dire, Donna. Bien sûr que tu es de la famille. C'est juste que Britney pense que tu pourrais donner une mauvaise impression. Ce que je veux dire, c'est parce que je suis technicienne CVC, parce que je ne suis pas allée dans une école de l'Ivy League. Je l'ai interrompue. Ma voix tremblait déjà. Donna ne rend pas les choses plus difficiles. Elle a soupiré sa voix, s'adoucissant de cette manière à laquelle j'étais devenue trop familière, le ton qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire quelque chose d'impardonnable, mais qu'elle s'attendait quand même à ce que je l'avale sans me plaindre. J'ai ravalé l'amertume qui me montait à la gorge. Tu te souviens qui a payé les frais de scolarité de Britney? J'ai payé les 4 années pendant qu'elle était à l'école à New York. Je n'ai jamais manqué une échéance. Je lui ai donné un avenir que je n'ai jamais eu. Maman est restée silencieuse. Puis elle a dit faiblement, « Ce n'est qu'une soirée, Donna. On pourra se voir une autre fois, peut-être pour un brunch. » J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise dans ma voiture, les mains toujours sur le volant, me sentant vide, comme si quelqu'un avait arraché une partie de moi à laquelle je ne savais même pas que je m'accrochais. 1 heure plus tard, alors que j'étais assise tranquillement dans mon appartement, un SMS de ma cousine Madison est apparu. « Je pensais que tu devais savoir. Britney a dit à sa mère que tu lui fais honte. Elle ne veut pas que la famille de son petit ami sache que quelqu'un dans sa famille travaille de ses mains. » J'ai lu cette phrase, encore et encore. Ma prise sur le téléphone était si forte que mes doigts ont laissé des marques sur l'écran. Britney, la même sœur, qui m'avait un jour appelée son héroïne, quand je lui avais offert son premier ordinateur portable à 18 ans, la même fille pour qui j'avais marché 3 pâtés de maison enneigés juste pour lui apporter l'argent de son loyer à temps, avait maintenant honte de moi. Et je savais que ce soir-là, quand tout le monde serait assis autour de la table du dîner, portant un toast riant, personne ne me mentionnerait personne, ne me garderait une place. Personne ne remarquerait que je n'étais pas là, parce que, à leurs yeux, je ne l'avais jamais vraiment été. Je me souviens encore du lendemain matin. Le soleil matinal d'hiver filtrait par la fenêtre de la cuisine, comme si de rien n'était. J'étais assise seule, avec une tasse de café froid,
le téléphone posé en silence sur la table en bois. J'aurais dû être en train de préparer un gâteau, de choisir une robe, de me préparer à rire avec ma famille, comme chaque année. Mais cette année, tout ce que je ressentais était le vide. J'ai fait défiler distraitement les réseaux sociaux. Puis, comme un coup de poing dans l'estomac, j'ai vu la photo postée par nul autre que Britney. Elle se tenait au centre du salon de maman, dans une robe rouge vif, main dans la main, avec Mason. La table à manger derrière eux était parfaitement dressée. Fleurs fraîches, bougies allumées, tout était impeccable. La légende disait « un chaleureux Thanksgiving avec ceux qui comptent le plus ». Je n'étais pas sur la photo, pas un mot sur moi, pas une question sur où j'étais. Au moment où je posais mon café, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Madison, ma cousine la seule de la famille, qui m'appelait encore, pour des raisons autres que des faveurs. Ça va, son premier message. Je n'avais pas encore répondu quand le suivant est arrivé. Je pense que tu as besoin d'entendre ça, même si ça fait mal. Britney a dit à tout le monde, elle ne devrait pas venir, parce que je ne veux pas que la famille de son petit ami sache qu'elle vient d'un milieu ouvrier. Elle a dit, si Donna se pointe, ils penseront que nous vivons dans un garage. Je me suis figée. J'ai lu et relu, espérant avoir mal compris, ou que Madison plaisantait d'une manière cruelle. Mais je savais que Madison n'était pas comme ça, et au fond de moi, je savais que ça ressemblait exactement à quelque chose que Britney dirait. Ce n'était pas la première fois qu'elle agissait de manière distante à propos de mon travail. Une fois, je lui ai rendu visite dans sa chambre d'étudiante en 2e année, dans mon uniforme de travail poussiéreux, après avoir terminé un chantier à proximité, et elle m'a rapidement entraînée dans un coin en chuchotant « Peux-tu changer de chemise ?» Tout le monde ici est en fac de droit. Ça fait juste bizarre. J'ai laissé passer. J'ai toujours laissé passer. Je pensais qu'elle était jeune et gênée. Je pensais qu'elle mûrirait et réaliserait que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'amidon de son col, mais j'avais tort. J'avais eu tort depuis le début. J'avais payé les frais de scolarité de Britney à Columbia depuis le moment où elle avait mis les pieds sur le campus. Chaque semestre coûtait plus de 18 000 $. J'ai fait des heures supplémentaires, sauté des vacances, refusé des jours de congé personnel, juste pour m'assurer qu'elle n'aurait jamais à s'inquiéter des frais de scolarité des livres ou du logement. Je n'ai jamais demandé de remerciements. Je n'avais pas besoin de carte de Noël. Je pensais juste que si je l'aidais à se construire une belle vie, je serais au moins la bienvenue à la table familiale. Mais aux yeux de Britney, je n'étais pas quelqu'un à présenter. Je n'étais pas quelqu'un qui comptait. J'ai verrouillé mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Colère, honte, chagrin, déception, tout tourbillonnait en moi comme une tempête sans issue. Je suis sortie regardant les voitures passer sous un ciel gris et j'ai compris. Ce qui faisait mal, ce n'était pas de ne pas être invitée, c'était d'être effacée par quelqu'un que j'aimais de tout mon être. Dans ce moment étrange de silence, j'ai su que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je ne pouvais pas continuer à vivre en étant celle qui était toujours mise de côté. Je ne pouvais pas être la seule à m'accrocher à des liens qui étaient unilatéraux. Je suis rentrée. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier intitulé « Frais de scolarité privés de Britney ». La ligne indiquait « Prochain paiement, dû dans 14 jours, 18 140 $. J'ai déplacé mon curseur pour supprimer le mode de paiement. Un avertissement est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer votre mode de paiement? Cette action est irréversible. Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Un léger clic a retenti lorsque j'ai fermé l'ordinateur portable, mais à l'intérieur de moi, cela a sonné comme le cliquetis d'un verrou de porte qui se fermait enfin pour de bon. Le lendemain matin, lorsque l'horloge a sonné 7 heures, j'étais déjà assise à mon bureau, une tasse de thé fumante, à côté de mon ordinateur portable, qui était ouvert sur la page de connexion de l'Université Columbia. J'ai entré mon email et mon mot de passe, comme d'habitude. Le message « Bon retour, Donna C. » est apparu.
La section de paiement des frais de scolarité s'affichait clairement solde dû pour le semestre de printemps 18 740 $. Paiement dû dans 14 jours. J'avais regardé ce message d'innombrables fois, et à chaque fois je soupirais, je prenais mon portefeuille et je payais immédiatement. Mais cette fois, mes doigts n'étaient ni tremblants, ni hésitants. J'ai déplacé le curseur sur le bouton intitulé « Supprimer le mode de paiement ». Une petite fenêtre pop-up est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer les informations de votre compte? Cette action est irréversible. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai cliqué sur « Confirmer ». Un petit bip a retenti, et comme ça, c'était fini. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier appel venait de maman. Avant que je puisse répondre, un autre appel est arrivé cette fois de Britney. Les deux sont allés directement sur la messagerie vocale. Je savais qu'ils n'arrêteraient pas. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retournée au travail. À midi, je vérifiais le système CVC dans les bureaux d'avocats de Quinn et Harris quand mon téléphone s'est allumé sans arrêt. Un coup d'œil rapide, 8 appels manqués, 14 SMS non lus. Je savais que j'aurais dû les ignorer, mais un message de Britney m'a fait m'arrêter. « Qu'est-ce que tu viens de faire? L'école a dit que mes frais de scolarité ne sont pas payés. Ton compte a disparu. Appelle-moi maintenant. » Juste après, un message de maman est arrivé. « Donna, tu ne peux pas être aussi cruelle avec ta sœur. Tu sais qu'elle n'a personne d'autre que toi. » Je suis restée figée dans la salle de réception du client, le presse-papier dans ma main, soudainement froid. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, non pas à cause de la climatisation, mais en réalisant qu'aux yeux de maman, j'étais juste la seule option pour empêcher sa fille d'échouer. Pas sa fille, pas quelqu'un qui s'était échiné au travail pendant 10 ans, juste un portefeuille ambulant. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, le 13e appel de maman est arrivé. J'ai soupiré et répondu. Sa voix a éclaté immédiatement tendue. « Donna, tu ne peux pas simplement t'en aller comme ça. Sais-tu à quel point Britney a peur en ce moment? » J'ai gardé les mains fermes sur le volant, ma voix calme. « Je sais, et je pense qu'elle devrait avoir peur. » « Tu ne penses pas que c'est trop dur? » Maman a continué, sa voix se brisant de colère. « Elle est en dernière année, et si elle se fait renvoyer? » J'ai laissé échapper un bref rire. Maman Britney est assez grande pour comprendre les conséquences de ses actions. C'est une adulte, pas une enfant. Je n'ai jamais promis de l'aider jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. J'ai fait une pause d'1 seconde. J'ai promis d'aider ma sœur, mais la Britney que tu défends aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui me considère comme de la famille. Je ne suis pas obligée de continuer à permettre l'ingratitude. Maman est restée silencieuse. Puis, comme toujours, elle a adouci son ton, l'enrobant de culpabilité. « Tu es la seule de cette famille qui puisse aider. Vas-tu vraiment abandonner ta famille? » Je me suis mordu la lèvre, les yeux fixés sur la route devant moi. La famille n'est pas faite de gens qui n'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'un retrait. La famille ne t'exclut pas du dîner simplement parce que ton travail n'est pas assez raffiné. Je ne suis pas un distributeur automatique sans fin, maman. Un long soupir. Puis sa phrase de fin habituelle. « Tu as changé. » J'ai souri amèrement. « Non, maman, j'ai enfin commencé à vivre pour moi-même. » J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit, en regardant le plafond blanc, laissant le silence m'envelopper. Plus de téléphone qui sonne, plus de SMS désespérés, plus de voyage de culpabilité. Puis, un léger ding, un nouveau message. « Donna, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. J'ai tout perdu. J'espère que tu es contente de ta décision. » J'ai fixé le message pendant un long moment sans répondre, car si Britney croyait vraiment que j'avais détruit sa vie d'un simple clic, alors peut-être n'avait-elle jamais réalisé que c'était elle qui avait commencé à tout détruire en premier lieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé après le dernier message de Britney, car pendant les 3 jours suivants, mon téléphone est resté complètement silencieux. Pas d'appel de maman,
pas de SMS de parents éloignés. Tout était silencieux. Et il y a 1 an, j'aurais pu pleurer ce vide. Mais maintenant, le silence me semblait être un cadeau rare. Pas d'attente, pas de culpabilité, plus besoin de jouer le rôle de la sœur désintéressée. Je vérifiais des documents techniques au bureau quand Madison a appelé. « Tu as entendu ?» Sa voix est parvenue basse et urgente. « Entendu quoi ?» ai-je demandé, bien que mon instinct le sache déjà. « Britney, elle s'est présentée chez Jordan ce matin. » J'ai froncé les sourcils. Jordan, le petit ami de Britney. « Non, ex-petit ami maintenant », a dit Madison, son ton bas et délibéré. Je me suis redressée. « Que veux-tu dire ?» Madison a pris une profonde inspiration. Mason a rompu avec elle. Il a quitté l'appartement ce matin. Quelqu'un a vu Britney pleurer sur la pelouse de Jordan pendant près d'1 heure. Je suis restée silencieuse. Pour la première fois depuis des semaines, j'étais sincèrement surprise. « Sais-tu pourquoi ?» Madison a continué. Mason a dit à sa mère que Britney avait menti sur qui payait ses frais de scolarité. Il pensait que ses parents couvraient tous les coûts de Columbia. Quand il a découvert que c'était toi, sa sœur, il était sans voix. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, non par joie, non par justification, mais en réalisant que Britney ne m'avait pas seulement effacée de sa vie. Elle m'avait remplacée par une version de la réalité où je n'existais pas, juste pour s'intégrer dans un monde qu'elle pensait mériter davantage. Depuis combien de temps mentait-elle à Mason ? Ai-je demandé. Près de 2 ans, a dit Madison avec hésitation. Mason a dit qu'il avait l'impression d'avoir été entraîné dans une longue pièce de théâtre où le personnage principal n'était jamais réel. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email du bureau des étudiants de Columbia. Veuillez noter que le mode de paiement principal a été supprimé du compte étudiant de Britney Callaway. Son statut financier n'est actuellement pas réglé. Veuillez mettre à jour un mode de paiement valide avant le 10 janvier pour éviter l'exclusion de l'université. Je ne l'ai pas transféré, je n'ai pas appelé maman, je n'ai pas informé Britney. J'ai simplement parcouru le message et fermé l'écran. Mais bien sûr, Britney a contacté Mason. Ils se sont rencontrés ce soir-là dans un café familier du district de Belmont. Je n'étais pas là, mais Madison connaissait quelqu'un qui travaillait là-bas, et les mots se sont répandus comme une traînée de poudre. Mason était déjà là quand elle est arrivée avec 15 minutes de retard, a raconté Madison, sa voix un mélange de pitié et d'inquiétude. Elle portait une robe en soie, un maquillage complet, comme si elle essayait de sauver la dernière image de la perfection. Et je lui ai demandé... Mason ne l'a pas laissé dire grand-chose. Il lui a demandé directement « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité sur Donna ?» J'imaginais la scène, le visage de Britney se tendant ses mains, se tordant sous la table. Elle lui a dit qu'elle avait honte, qu'elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle profitait de lui, que la situation familiale était compliquée et qu'elle voulait juste garder une bonne image devant les parents de Mason. Je n'étais pas surprise. C'était le genre de langage que Britney utilisait toujours, subtil, évasif, déplaçant le blâme tout en paraissant innocente. Mais Mason n'a pas mordu à l'hameçon. Madison a continué. Il lui a dit « Si tu es assez mature pour te construire un avenir, tu devrais être assez mature pour être reconnaissante envers celui qui t'a donné cette chance. » Je suis restée silencieuse. Mon cœur me faisait mal, même si je ne pouvais pas dire si c'était pour Britney ou parce que pour la première fois, quelqu'un en dehors de la famille disait ce que je n'avais jamais osé demander. Mason a ajouté une dernière chose, a terminé Madison. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui a honte de sa propre famille, car si aujourd'hui c'est ta sœur, demain, ce pourrait être moi. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Britney avait perdu ses frais de scolarité. Maintenant, elle avait perdu sa relation. Et le plus triste, c'est qu'elle ne comprenait toujours pas pourquoi tout s'effondrait. 3 jours après ce dernier appel avec Madison, j'ai reçu un 2e email de Columbia. Ceci est votre dernier avis, si les frais de scolarité ne sont pas payés. Avant la date limite du 10 janvier,
L'étudiante Brittany Callaway sera automatiquement retirée de l'inscription au semestre de printemps. Veuillez résoudre ce problème immédiatement pour éviter l'interruption de la progression académique. J'ai lu cette ligne 3 fois, mais je n'ai rien ressenti. Plus maintenant. J'avais donné à Britney plus de chance qu'à personne d'autre, et tout ce qu'elle a fait, c'est de faire de moi quelque chose à cacher derrière des rideaux de soie. Cette nuit-là, Britney a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Ses messages ont plu. Je sais que j'ai tout gâché. J'avais peur d'être jugée. Tu ne peux pas me faire ça. Je vais tout perdre. Tu ne m'aimes plus. Toutes ces années n'étaient que du faux. Si je me fais renvoyer, mon avenir est fini. Je suis restée silencieuse. Après le 10e appel, j'ai bloqué son numéro. 2 jours plus tard, elle a utilisé un autre numéro pour appeler à nouveau. Quand j'ai aussi bloqué celui-là, les messages se sont déplacés vers l'email Instagram, même LinkedIn. Le dernier disait « Si tu ne réponds pas, je viendrai te trouver ». Et bien sûr, Britney a fait la seule chose que personne ne pensait qu'elle oserait faire. Le lundi matin, alors que j'étais en réunion avec mon équipe technique au sujet d'un nouveau contrat CVC pour une chaîne d'hôtels côtiers, la porte vitrée du bureau s'est ouverte violemment avec une telle force que le carillon de sécurité a retenti. J'ai levé les yeux. Britney se tenait à l'entrée, les cheveux en désordre, le mascara coulant à cause des pleurs, ses talons couverts de boue. « J'ai besoin de parler à ma sœur », a-t-elle crié, figeant tout le monde dans la pièce. Je me suis levé, mon regard froid comme l'acier. « C'est un lieu de travail, Brittany. Tu ne peux pas faire de scène ici. »« Tu gâches ma vie !» a crié Britney, sa voix pleine de désespoir. « Tu ne peux pas simplement me mettre de côté comme si de rien n'était. » Avant que je puisse répondre, la sécurité se dirigeait déjà vers elle d'une voix ferme. « Madame, nous avons besoin que vous quittiez le bâtiment maintenant. »« Ne me touchez pas !» a rétorqué Britney, les yeux hagards. « Je suis la sœur de la femme qui dirige cet endroit. » J'ai fait un pas en avant, calme et ferme. « Tu es la sœur de la personne qui dirige cet endroit, pas celle qui le dirige. Tu n'as pas le droit d'interrompre mon travail parce que tu refuses de faire face aux conséquences de tes propres actions. »« Tu m'abandonnes !» a-t-elle crié une dernière fois, mais personne n'a réagi. Pas de regard de sympathie, pas de hochement de tête approbateur, juste le silence froid et ses pas lourds, tandis que la sécurité l'escortait dehors. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau vibré. « Maman. » J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Donna, que s'est-il passé ce matin ?»« Britney m'a appelé. Elle a dit qu'on l'avait mise dehors de ton bureau. Elle est humiliée. » Je n'ai rien dit, buvant mon eau lentement. « Sais-tu ce que cela signifiera si elle se fait renvoyer ?» a poursuivi maman, sa voix se brisant. « Je sais, » ai-je répondu fermement. « Et je pense qu'elle a besoin d'apprendre à prendre ses responsabilités. »« Les familles ne se tournent pas le dos comme ça, » a-t-elle répliqué. « Tu es sa sœur. » J'ai posé mon verre, ma voix stable. J'étais sa sœur, mais pour elle, j'ai toujours été juste un outil. Quand j'ai arrêté de payer, j'ai cessé d'être de la famille. « Donna, je t'en supplie. » Je l'ai interrompue. « Je ne me suis pas tuée au travail pendant 10 ans, juste pour être qualifiée de honte. » J'ai pris une profonde inspiration. « Tu devrais appeler la banque ou apprendre à dire non comme moi. » J'ai raccroché. Le lendemain, tante Carole a appelé, puis oncle Jeff. Même un ami du lycée, à qui je n'avais pas parlé depuis près d'une décennie, m'a envoyé un message. « Donna, est-ce vrai que ta sœur pourrait être renvoyée ? Les gens disent que tu es allée trop loin. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois de ma vie, j'étais sûre d'une chose. Je n'étais plus un portefeuille ambulant, et j'avais appris que l'amour ne peut exister là où il y a de l'exploitation. Plus maintenant. Dans les semaines qui ont suivi l'incident au bureau, je m'attendais à être entraînée dans une bataille sans fin avec ma famille, et c'est arrivé exactement comme je l'avais prédit. Appels nocturnes, SMS incessants, tous enveloppés dans ces 2 mots, les liens du sang.
Tu es trop froide. C'est quand même ta sœur. Donna, les gens disent que tu as changé, tu ne te soucies plus de la famille. Des mots qui, par le passé, auraient pu me faire pleurer, mais maintenant je posais simplement le téléphone sur mon bureau, regardais par la fenêtre, les pins se balancer dans le vent de fin d'année, et je me permettais d'être silencieuse. Plus de défense, plus d'excuses. Je n'avais plus besoin de me justifier. Un matin, à la mi-décembre, alors que je vérifiais les plans de ventilation pour un nouveau projet de centre commercial, Madison a envoyé un SMS. Je viens de voir ta mère au supermarché. Elle a dit que Britney a abandonné ses études et est rentrée à la maison. Honnêtement, elles avaient toutes les deux l'air mal en point. J'ai arrêté d'écrire mes yeux, s'attardant sur le message. Elle a aussi dit qu'elle pense toujours que c'est de ta faute. Je n'étais pas surprise. Pour ma mère, la responsabilité a toujours été quelque chose qui pouvait être réattribué, et j'étais généralement celle qui en héritait. Britney échouant parce qu'elle ne pouvait pas affronter la réalité. Non pertinent. Ce qui importait, c'est que j'avais osé m'éloigner. Mais au lieu de me sentir triste, j'ai ressenti du soulagement, car alors qu'elles étaient toujours coincées dans ce cercle de blâme et de déni, je commençais un nouveau chapitre de ma vie. Avec l'argent que je dépensais pour les frais de scolarité de Britney, j'ai agrandi mon entreprise, embauché 2 techniciens certifiés, modernisé avec de nouveaux équipements de test de monoxyde de carbone, et même redessiné le bureau dans une palette moderne de tons neutres. J'ai également décroché un contrat de maintenance de 3 ans avec une chaîne de café dans le Pearl District, un contrat à 6 chiffres. Maintenant, je travaille non pas par peur de manquer, mais parce que j'aime vraiment ce que je fais. Personne ne me fait sentir inférieure parce que je ne porte pas de badge d'entreprise. Personne ne demande « Alors, quand vas-tu trouver un vrai travail ?» Personne ne soupire quand je dis que je dirige ma propre équipe de techniciens. Et surtout, personne ne me traite comme si j'étais invisible. La veille de Noël, j'étais assise seule sur le canapé, mon pull vert mousse enroulé autour d'un corps fatigué après une longue journée. Dehors, les lumières des voisins clignotaient et le son des cloches de l'église résonnait faiblement au loin. Je me suis servi un verre de vin blanc, prévoyant de regarder une comédie réconfortante, avant de me coucher. Puis mon téléphone s'est allumé. C'était un message de maman. « Donna Noël n'est pas pareil sans toi. Tu nous manques à tous. Appelle-moi. » Je ne sais pas combien de temps j'ai fixé ce message. Peut-être juste quelques secondes, ou peut-être une vie entière condensée en un seul instant. J'ai pensé à tous les Noëls passés. C'était toujours moi qui apportais le sapin, qui emballait les cadeaux de tout le monde, qui payait le dîner avec de l'argent que j'aurais pu dépenser pour prendre soin de moi. Mais peu importe ce que je faisais, je n'étais jamais assez présentable en société. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai doucement effacé le message. Non pas parce qu'il ne me manquait pas, non pas parce que je n'avais jamais aimé ma famille, mais parce que pour la première fois, j'avais appris à m'aimer moi-même, plus que les gens qui ne m'avaient jamais vraiment valorisé. Je ne m'attends pas à ce que Britney change. Je ne m'attends pas à ce que ma mère s'excuse. J'espère juste que dorénavant, je pourrai vivre une vie où je n'ai pas besoin de permission juste pour exister. Quelques semaines après Noël, alors que Portland accueillait les premières pluies froides et humides de la nouvelle année, j'ai reçu une lettre manuscrite de la personne à laquelle je m'attendais le moins, ma grand-mère Evelyn Calloway. Elle n'avait pas vécu avec notre famille depuis des années. Après le décès de grand-père, elle avait déménagé dans une petite maison dans la banlieue de Salem, à près de 3 heures de route. Je ne lui rendais visite que quelques fois par an pendant les vacances, mais elle avait toujours été la seule personne de la famille à ne jamais me juger pour ma carrière ou mon style de vie. Tout ce qu'elle m'avait jamais demandé, c'était de me présenter avec un sourire, et ces mêmes mains calleuses qui avaient déconstruit tout ce que j'avais. La lettre était écrite proprement, son écriture penchée comme le ton doux de sa voix. « Ma chère Donna, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la famille dernièrement, mais je sais ceci. Quand une femme comme toi trouve le courage de fixer des limites,
Beaucoup de gens se sentiront mal à l'aise. Ne laisse pas cela t'arrêter. Qui parmi eux s'est sacrifié pour toi comme tu l'as fait pour eux? Je suis fière de toi. Non pas pour l'argent que tu gagnes ou les contrats que tu signes, mais parce que tu as appris à protéger ton propre cœur. J'ai lu cette lettre 3 fois. Au milieu de toute la culpabilité et du blâme, elle était la seule à me voir entièrement sans avoir besoin d'explication. Et j'ai réalisé qu'elle était peut-être la première personne à m'avoir fait croire que me choisir n'est pas une trahison. Je croyais que la famille était indestructible, que si je donnais assez, ils finiraient par m'aimer, m'accepter, être fiers de moi. Mais j'avais tort, car personne n'est obligé de t'aimer si tout ce qu'ils ont appris, c'est apprendre. Et toi, tu n'es pas obligé de te sacrifier simplement parce que quelqu'un partage ton nom de famille. J'ai passé trop d'années à vivre comme si ma valeur se mesurait à ce que je pouvais donner. Chaque paiement de frais de scolarité, chaque cadeau d'anniversaire coûteux, chaque vacances que j'ai annulées pour travailler plus d'heures. Je pensais que c'était des actes d'amour, mais la vérité, c'est que l'amour ne te demande pas de cacher qui tu es. L'amour ne te fait pas avoir honte du travail qui te nourrit. Il n'exige pas que tu te mettes en retrait juste pour que quelqu'un d'autre puisse briller. Si quelqu'un attend de toi que tu fasses ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en famille. Je ne me sens plus coupable de garder le silence quand maman envoie des SMS. Je ne me sens plus déchirée quand des parents me traitent d'entêtée ou de froide. Et je ne rêve plus que Britney se présente à ma porte, les larmes aux yeux, me serrant dans ses bras en disant qu'elle avait tort. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai appris à me tenir debout, à rester ferme dans la tempête des opinions et à dire clairement: je ne suis pas née pour être une toile de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, où vous donnez, et tout ce que vous recevez est le silence, le jugement ou l'indifférence, voici ce que je veux que vous vous rappeliez. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est un acte de courage. Choisir la dignité plutôt que le dysfonctionnement ne fait pas de vous une mauvaise personne. En fait, cela signifie que vous avez grandi. Cela signifie que vous connaissez enfin votre valeur. Je ne sais pas si Britney apprendra un jour cette leçon. Je ne sais pas si ma mère cessera un jour de fuir ses responsabilités. Mais je sais ceci. Je ne serai plus jamais celle que j'étais, celle qui payait silencieusement les factures, mais n'obtenait jamais une place à table, celle qui faisait toujours tout bien, mais était quand même traitée comme une honte. Et finalement, je me suis choisie. Non pas pour me venger, mais pour enfin vivre. L'histoire de Donna est un rappel puissant que la famille ne peut survivre sans respect et reconnaissance. Dans un monde où les gens jugent souvent sur l'apparence ou le statut, elle a trouvé la force de tracer la ligne et de se choisir elle-même, non par dépit, mais par estime de soi. Elle nous montre que l'amour ne signifie pas un sacrifice aveugle. Dire stop à l'exploitation est le premier pas pour réclamer votre valeur, pour vivre une vie libre, digne et responsabilisante. Que pensez-vous de la décision de Donna? Avait-elle raison de fixer des limites et de se mettre en premier? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires sincères, réelles et inspirantes.